second invité, Christos Sotiriou. Bonjour ou bonsoir, directeur de recherche FNRS, promoteur principal Télévie et directeur de recherche à l'ULB. Alors dites-moi, vous êtes un chercheur heureux, car vous travaillez sur le cancer du sein depuis au moins plus de 20 ans, et la recherche a fait des bons. On guérit beaucoup mieux, on comprend beaucoup mieux. Donc vous êtes chanceux, vous. Très. J'ai vraiment eu la chance. Je commençais il y a 20 ans, c'était, je peux dire, la préhistoire du cancer du sein. Donc on traitait tous les patients de la même manière, par une chimiothérapie, on ne comprenait pas la maladie. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à cette évolution, cette révolution, je dirais, révolution de la compréhension de la maladie du cancer du sein depuis le départ. Depuis 20 ans, c'est le jour et la nuit. Absolument, absolument. Alors, merci le Télévie, j'imagine. Merci tous les jeunes que vous avez formés, puisque vous êtes promoteur principal Télévie. Donc, c'est vous qui, à un moment donné, faites le choix parmi leurs recherches. Oui, l'avantage avec Télévie, c'est que on écrit évidemment les projets qui sont revieux par nos pairs, mais puis après on engage des gens avec des talents, vraiment on essaie d'avoir les meilleurs étudiants qu'on puisse avoir, et on leur donne 4 ans de pouvoir se consacrer au niveau de la recherche sans penser à autre chose, et c'est merveilleux. C'est merveilleux, donc j'ai pu... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 20 ans, la technologie a fait des progrès assez extraordinaires. J'ai envie de dire que vous pouvez étudier à la cellule près. Absolument. Au départ, on traitait sur base de critères cliniques, la taille tumorale, si par exemple il avait des ganglions qui étaient envahis au niveau de la région axillaire. Oui. Et puis après, au fur et à mesure, donc des avancements technologiques. À chaque fois, en fait, la révolution qu'on a pu faire, la compréhension de la maladie va de pair avec la révolution technologique qui nous ont permis d'étudier en plus de profondeur la maladie. Donc on a commencé par des microdamiens, des microarrays, en étudiant l'expression des différents gènes, et actuellement on est en train d'étudier vraiment la cellule près, qu'est-ce qui se passe dans leur génome, comment ils communiquent avec les cellules du stroma, de l'environnement. Est-ce que vous pensez que la chimiothérapie traditionnelle pourrait un jour devenir obsolète, ou au contraire, est-ce qu'elle pourrait devenir intelligente, si j'ose dire, cette chimio? Alors, encore une fois, le cancer du sein, il est très hétérogène, donc c'est pas la même maladie. Il a des cancers du sein dont la chimiothérapie n'est pas nécessaire du tout. Oui. D'ailleurs, on a participé et on a maintenant des tests spécifiques qu'on peut utiliser pour éviter une chimiothérapie qui n'est pas nécessaire. Oui. Et puis, il y a d'autres types de cancers où la chimiothérapie, malheureusement, elle est là, mais ça devient... peut jouer un rôle maintenant? Mais pour revenir à votre question, donc, on commence à avoir maintenant des chimiothérapies intelligentes. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir un produit qui va passer dans les corps, on l'attache avec des anticorps qui vont venir chercher, cibler les cellules tumorales et la faire pénétrer dans la cellule, et c'est comme ça que cette chimiothérapie... Et ça se fait par algorithme particulier. Ça, donc d'abord il faut identifier les récepteurs au niveau des cellules tumorales, et qu'on peut les faire par l'intelligence artificielle ou d'autres moyens, mais le plus important c'est qu'on évite la toxicité d'une chimiothérapie classique avec une efficacité meilleure. Donc là ça devient ciblé et individualisé grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça qu'il faut comprendre. En partie, oui. Alors bon, il y a encore, il faut le dire, des cancers. Un cancer qui est encore extrêmement, comment dirais-je, dangereux, c'est le triple négatif. C'est encore aujourd'hui celui qui est le plus agressif et le plus compliqué à traiter. C'est un peu une sorte de tempête sans balise, parce qu'il y a des récepteurs qu'on ne parvient pas à trouver, ou c'est en train de changer? Donc c'est en train de changer. D'abord, effectivement, ça reste un cancer très agressif parce qu'il prolifère, et on n'a pas de moyen de traiter par hormonothérapie parce qu'il n'exprime pas les récepteurs aux hormones. Voilà. On ne peut pas traiter par l'herceptine parce qu'il manque l'expression des récepteurs HR2. Donc, mais on sait qu'il répond bien à une chimiothérapie pour la majorité des patientes. Maintenant, on a fait aussi des avancées où on combine l'immunothérapie. Donc ça veut dire on stimule le système immunitaire avec la chimiothérapie pour attaquer le cancer du sein triple négatif. Donc progrès extraordinaire. Et on commence maintenant aussi à développer des chimiothérapies intelligentes, justement. Donc on essaie de trouver maintenant, et on trouve des récepteurs spécifiques qui se trouvent dans ces cancers du sein triple négatif, pour lesquels on peut cibler par une chimiothérapie intelligente et pour l'attaquer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Absolument. Oui. Alors, j'ai aussi lu que pour le cancer du sein, il y avait d'énormes progrès
pour les métastases que ce cancer provoquait. Est-ce que c'est exact? Alors, on commence à comprendre mieux pourquoi certains cancers font des métastases et d'autres pas. Et on a fait des bons extraordinaires en termes de traitements, parce que maintenant, on a des traitements qui permettent de traiter de manière chronique nos patients avec peu d'effets secondaires. On a des patients qui sont traités avec une maladie métastatique pendant des années, qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Donc, 15 ans. ça ne guérit pas, mais on traite, c'est ça que vous voulez dire? On traite de manière, de manière assez... Christophe Sotiriou, aujourd'hui, dans les années qui viennent, qu'est-ce que vous voulez comprendre, parce que vous avez encore beaucoup d'années de recherche, et qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas? Alors justement, c'est au niveau de la métastase. Donc d'abord, on essaie de comprendre pourquoi certaines patientes répondent à n'importe quel traitement, que ce soit une hormonothérapie ou une chimiothérapie intelligente, et d'autres pas. Et aussi, autre chose qu'on ne comprend pas encore, c'est que pour les patientes qui ne répondent pas à un traitement, il y a certaines qui, donc pour une maladie précoce, je ne parle pas de maladies avancées métastatiques, il y a certaines qui ne vont jamais métastasier, d'autres pas. Ça reste un peu une question de recherche assez intensive. La dormance, on sait par exemple qu'il y a certaines cellules tumorales qui disséminent et qui restent dormantes pendant des années. Et puis après, se réveillent pour des raisons au fond tardives. C'est ça. Voilà, absolument. Bon, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il a ces réveils. Donc ça, c'est votre objet de recherche. Absolument. Oui. Pour les années qui viennent. Oui, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, pour lesquels on essaie d'utiliser des technologies comme la biopsie liquide, donc plus spécifique, plus sensible, pour essayer de comprendre, identifier d'abord ces cellules qui sont à quelque part à dormance dans les corps et comprendre pourquoi il y a certaines patientes qui récidivent. Est-ce que le dépistage aussi est en progrès, notamment par la technologie nouvelle, les technologies nouvelles et peut-être l'intelligence artificielle? Oui, donc le dépistage, c'est évidemment une question assez importante et il y a un investissement énorme pour pouvoir venir avec des technologies et des techniques qui permettent d'identifier très tôt l'initiation d'un cancer avant que ça devienne, que ça se déclare ou qu'on le trouve à la mammographie ou la résonance magnétique nucléaire, etc. Et par une simple prise de sang, c'est en route. Et je suis convaincu aussi à l'aide de l'intelligence artificielle qu'on va arriver d'ici quelques années. Allez, si vous aviez une baguette magique pour accélérer une seule innovation dans la lutte contre le cancer, notamment du sein, qu'est-ce que vous choisiriez? Une technologie, une molécule ou une approche nouvelle? Écoutez, une très bonne question, mais je pense que pour les patientes, ça que j'aurais rêvé, c'est une molécule qui pourrait éradiquer tout cancer. Oui. Carrément. Mais le cancer du sein ou le cancer en général? Je pense le cancer en général. Le cancer du sein, certainement. Mais vous savez, donc les cancers, ils sont finalement, les modifications pour faire un cancer, sont les mêmes. Ils ne sont pas très différents. Que ce soit un cancer du poumon ou du sein. Donc si on pouvait venir avec une molécule extraordinaire pour pouvoir éradiquer, ce serait bien. Aujourd'hui, c'est encore une utopie ou pour vous, ce serait possible dans les 20 ans qui arrivent? Je ne peux pas prédire l'avenir, mais c'est quelque chose où je pense, à fonction de tous les avancées qu'on a fait les 10-15 dernières années, je pense qu'il sera possible donc, de venir et essayer de contrôler vraiment l'initiation. Est-ce qu'il y a une collaboration mondiale sur ce sujet ou bien chacun reste... Non, c'est fini ça. Donc, on travaille beaucoup ensemble. On travaille, et il y a plein de laboratoires de recherche de renommée qui travaillent ensemble. Il y a évidemment une certaine compétition saine, mais il y a quand même une collaboration. Donc ça booste la recherche, ça, sur le cancer. Absolument. Alors bon, est-ce que vous espérez... Bon, le Télévis, évidemment, c'est grâce au Télévis que vous avez vos chercheurs. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut encore plus d'argent pour avancer ou bien vous dites pour l'instant on a assez? C'est rare, je n'ai jamais entendu un chercheur dire ça, mais peut-être... Alors c'est très important. Merci pour la question. En fait, du fait qu'on a de nouvelles technologies, ils coûtent énormément d'argent, très cher. Il y a 20 ans, pour faire un test ou pour faire une manipulation dans le laboratoire, coûtait une centaine ou une dizaine d'euros. Maintenant, pour faire un test, pour faire une expérimentation à partir d'un seul échantillon, ça nous coûte 10 000 euros.
faire un peu les calculs. Si par exemple on doit étudier une centaine de patientes pour pouvoir avoir une certaine statistique, à fois 10 000, vous voyez un peu les coûts de la recherche de maintenant. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc les nouvelles technologies coûtent énormément d'argent et on a besoin pour comprendre de mieux en mieux donc, leur environnement et comment ça marche. Et ça coûte beaucoup d'argent et on a besoin de l'argent. Et vous faites quoi, vous vous allez faire des speeches, vous cherchez de l'argent du privé, des fondations. Absolument. On est en train vous savez, notre temps, c'est d'écrire des projets donc, pour pouvoir amener l'argent, que ce soit par exemple des fondations, que ce soit donc Télévie, FNRS, et le privé aussi. Évidemment, privé et aux États-Unis et en Europe. Vous passez beaucoup de temps à ça aussi? Oui, malheureusement. Enfin, heureusement aussi, parce que lorsqu'on écrit, donc on réfléchit, et il y a des idées qui se mettent en place, et c'est un bon exercice. Alors bon, on entend votre accent, vous êtes d'origine grecque. Est-ce que dans votre pays, en Grèce, il y a aussi une recherche qui marche? Est-ce que vous avez une collaboration avec la recherche grecque ou pas? Alors, on a certaines collaborations avec certaines universités à travers de collaborations européennes. Mais en général, vous savez, donc, il n'y a pas beaucoup d'argent, malheureusement, en Grèce pour pouvoir faire toujours la le problème d'argent. Toujours le problème d'argent. On a besoin de ça. On ne peut pas faire autrement. Merci en tout cas d'avoir été mon invité. Et puis, vous pouvez bien entendu retrouver ces interviews, ces capsules sur les sites de La Libre, de l'ADH et de Vers l'Avenir.